Aucunement, tu n'as pas parlé trop longtemps, tu as parlé les 45 minutes nécessaires. Maintenant, nous allons demander à notre collègue, le professeur Gilles Châtelier, de venir. Là encore, une rencontre, il y a 3 ou 4 ans, nous discutions dans les couloirs de l'hôpital Georges Pompidou sur les nouvelles méthodologies, une réflexion à avoir sur les méthodologies et qui pouvait éventuellement rendre caduques si on n'avait que les anciennes, bien souvent, des résultats. Et d'autre part, le problème statistique a été posé là. Je me rappelle, il y a en 1992, dans le New England Journal of Medicine, il y avait un article qui montrait qu'en biomédecine, bien souvent, on se trompait parce que nous n'étions pas sous le règne de la loi normale et que bien souvent étaient appliqués des éléments statistiques qui ne correspondaient aucunement aux prérequis de ces différentes méthodes. Donc, nous avons pensé que c'était important que tu nous en parles. Merci d'être là, en tout cas, Gilles. En tout cas, merci. Les questions seront à la fin de la matinée, bien entendu. Merci aux organisateurs pour m'avoir invité. En fait, j'ai pas grand-chose à dire puisque donc, je vais être obligé de répéter tout ce qu'a dit mon prédécesseur. Voilà, ça c'est bon. Peut-être simplement d'une autre façon. Donc avant de commencer, je pensais à une chose, c'est que j'ai une autre qualité, hormis les statistiques, c'est que j'aime beaucoup le vélo depuis toujours. Et donc je suis très content parce que je me prépare pour une course donc en juin et j'ai parcouru dimanche 104 km à la moyenne de 26 km/h, ce qui veut dire que sur certaines périodes de temps, fatalement en groupe, on dépasse le 40, ce qui pour un homme de 65 ans n'est pas si mal que ça. Ça m'a donné faim, cette histoire-là, bien sûr, et j'ai passé une partie de l'après-midi à récupérer en regardant Paris-Roubaix, dimanche dernier. D'accord ? Et donc, Paris-Roubaix, donc, remporté par Peter Sagan. Peter Sagan, maintenant, on peut le suivre de près, lui comme les autres coureurs. Et donc, après 260 km, au moment de rentrer sur le vélodrome, il roulait à 50 km/h. Donc, de moyenne. Donc, le problème de la performance, quel que soit le domaine, le sport ou la science, c'est qu'elle ne se passe pas sans dopage, sans amélioration plus ou moins, licite, de ce sur quoi on travaille. Les cuisses, la respiration pour le cycliste, et les résultats, bien sûr, quand on est en science. Et donc, selon moi, il faut borner soigneusement le travail de chacun, et c'est une des manières de régler le problème de l'intégrité scientifique, et c'est un peu là-dessus que j'ai organisé mon topo. Alors, vous en avez entendu parler, moi j'élimine ça. Je considère quasiment que ça n'existe pas. C'est la vieille définition de la research misconduct quand c'est nécessaire. J'ai laissé en anglais, ça m'évite de faire une traduction approximative. On a bien les 3 mots que tu as employés tout à l'heure, Claude, donc fabrication, falsification et plagiat. Voilà, ça c'est la partie extrême de la courbe de Gauss, si c'est une distribution normale. Mais je pense qu'en fait, c'est juste pas important. Ça, on peut le trouver, ça, aujourd'hui, et on le trouve de plus en plus souvent. Et en fait, donc, ce qui est important, c'est ça. Et donc, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Je crois que l'auteur est Ravet, c'est qui dit que le grand paradoxe de la science est qu'on est tous passionnés. Voilà. Et que le problème de la passion, c'est qu'elle est quasiment incompatible avec la production de faits dépassionnés. Et ceci a une conséquence, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, l'intégrité scientifique, bien sûr je suis statisticien, c'est pas quelque chose qui est en blanc, noir, oui, non. C'est ça. Donc on a normalement une souris, voilà. Donc on a finalement la fraude, voilà, qui est un bout du... Et donc je refuse de parler de la fraude parce que ça pour le coup, ça tombe sous le coup de la loi. C'est le dopage, quoi, voilà. Okay. Mais bon, y a d'autres problèmes. Je suis désolé de le dire, personne n'en parle. Moi, je rencontre fréquemment l'incompétence. L'incompétence est un premier problème fréquent en recherche. D'accord ? Et donc, faut le dire, quoi. Donc, voilà. Ensuite, il y a l'incompréhension. D'accord ? Et puis, les erreurs plus ou moins honnêtes, parce que, encore une fois, un psychiatre dirait qu'on a fait quelque chose de pas bien, mais l'a-t-on pas supprimé de sa conscience ? C'est un peu compliqué. Et donc le papier, vous voyez, récent, hein, j'ai cité des papiers récents de ce collègue dans un journal d'oncologie, donc est très intéressant et correspond à ce que je pense. C'est-à-dire que pour moi, en recherche clinique, c'est mon sujet, c'est là-dedans que je vais me placer pour la partie intégrité scientifique, je ne parle pas de recherche biologique. L'intégrité scientifique, d'une part,
Claude Durier est parmi nous, c'est le respect des principes éthiques. Je ne l'ai pas mis en rouge ici, puisque c'est maintenant relativement clair, mais encore faut-il le vérifier. Mais surtout, c'est des normes professionnelles qui sont indispensables à la conduite responsable d'une recherche. Et ces normes, il y en a plein. D'accord ? Donc ici, par exemple, voilà un ensemble, venant du même auteur, hein, Monsieur Georges, là, voilà un ensemble de règles qu'il faut respecter. Donc, par exemple, le design de l'étude, avec ces deux problèmes associés, la sécurité du patient, d'accord ? Et dans la sécurité du patient, il y a le partage d'informations avec l'obtention du consentement informé. Alors, dans mon équipe, dans mon hôpital, un grand hôpital parisien, j'ai des faux consentements. Donc, aujourd'hui, donc ça s'est mal passé, le faux consentement. Alors, je n'ai pas porté plainte, hein, mais néanmoins, la réunion avec la personne qui a fait le faux consentement a été un peu délicate. D'accord ? Donc, ce n'est pas le passé, hein, d'accord ? C'est vraiment aujourd'hui. Donc ensuite, il y a aussi des gens qui font des recherches. Alors là, il y en a des dizaines qui sont complètement d'équerre avec la loi. C'est-à-dire que voilà, c'est des recherches biomédicales non déclarées, c'est des recherches qui imposent théoriquement recours à la CNIL non déclarée. Alors dans un hôpital normal, universitaire, parisien, dans Paris-Descartes, il y en a des dizaines dans chaque hôpital. Donc aujourd'hui, on a réellement un problème avec ça. Hein. Et puis il y en a d'autres ici qu'on va aborder, c'est plutôt ce que je vais voir aujourd'hui sur une partie de ces problèmes, notamment qui tournent autour des statistiques, puisque c'est ce qu'on m'avait demandé. Je dirais un tout petit mot sur la publication, qui est un véritable sujet, mais Claude en a largement parlé tout à l'heure. Alors en pratique, en fait, il se passe quoi pour moi ? C'est que l'intégrité scientifique, quasiment, c'est un métier. C'est un métier en recherche clinique. On planifie la recherche. La planification de la recherche, le symbole de cela, on va y venir quelques instants après cette diapositive, c'est le protocole. Deuxièmement, la mise en œuvre et la conduite de la recherche. Aujourd'hui, selon moi, c'est un métier. Enfin, et ce n'est pas seulement un métier, c'est plusieurs métiers qui travaillent de concert à l'obtention des résultats. Et donc ces métiers sont maintenant groupés dans tous les hôpitaux, dans tous les pays, enfin dans toutes les structures de recherche clinique, dans ce que nous on appelle des unités de recherche clinique sur la PHP, qu'on va appeler des Clinical Trial Center, des choses comme ça, des Clinical Investigation Center, dans un certain nombre de pays. L'écriture des résultats, alors je plaide pour moi, ne peut pas se faire sans un statisticien. On va y revenir, on fera un petit test tout à l'heure, j'espère que j'aurai des réponses à mon test, on verra. Et enfin, la dissémination est un sujet que vous n'avez peut-être pas abordé encore, qui pose problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dissémination, elle est essentiellement faite sur un côté, ça va plaire. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu un papier, il n'y a pas très longtemps, vous avez peut-être vu, qui a eu un succès formidable, montrant que les ouragans qui avaient des noms féminins tuaient beaucoup plus que les ouragans qui avaient des noms masculins, aux États-Unis. Donc c'est une recherche authentique, hein, donc voilà. Donc, alors le papier est amusant comme tout, néanmoins, on s'en fout, quoi, je veux dire, d'une certaine manière. Voilà. Donc, pourquoi ce papier-là a été largement communiqué ? Peut-être parce que l'auteur est un bon communicant, peut-être parce que le papier a plu, ou parce qu'il y a une cellule de communication professionnelle, on a ça à l'INSERM, on a ça dans nos facs, on a ça à l'hôpital, qui a promu le papier, ou parce que le médecin lui-même, le chercheur lui-même, est une vedette et qui sait faire ça et qui aime faire ça. Donc on voit bien qu'ici, c'est pas en correspondance, et c'est un problème d'intégrité, je dirais, le côté popularisation des études avec l'importance éventuelle de ce résultat. Alors, je vais insister 2 fois sur le fait, dans le cours de Stopo, sur le fait qu'il y a des choses qui existent, que vous connaissez peut-être pas, et qui devraient être largement suivies. Donc le protocole, pour moi, doit encadrer, débuter, toute recherche. Et c'est un moment clé. Donc quand on écrit un protocole en recherche clinique, aujourd'hui, ça peut être un document qui va faire la 50aine de pages. Il a un cadre. Et ce cadre, il est assez facilement, pour la recherche clinique, encore une fois, consultable, puisqu'un papier a été écrit, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une grande revue, puisque c'est Annals of Internal Medicine, avec, comme je l'ai appris de mon prédécesseur, un bon impact factor, donc théoriquement, ça doit être bon. Voilà. Et donc, c'est le statement spirit, d'accord, que je pense la plupart des chercheurs qui travaillent et qui ont déposé des projets aujourd'hui avec moi pour la période du dépôt des projets de recherche institutionnelle de l'année n'ont pas lu. Donc, je parlais d'incompétence. Alors, incompétence, on ne travaille pas avec des crétins, bien sûr. Hein.
heureusement. Mais par contre, c'est de l'incompétence que de ne pas avoir lu dans le détail ce papier, puisqu'il vous concerne quand vous écrivez un protocole. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, peut-être sur lequel je voudrais insister, peut-être que Philippe Beaune dernièrement en parlera aussi, c'est que c'est comme le vélo, en fait. J'ai pris ça. Le vélo, théoriquement, les gens disent « Ah oui, c'est un sport solitaire ». Non, 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 non. Le vélo ou la recherche, c'est des sports solitaires, mais qui se pratiquent en groupe. D'accord ? Et c'est avec le groupe que vous réussissez. Et ici, que ferais-je, moi, qui m'intéresse vraiment aux idées nouvelles, mais qui n'en ai pas beaucoup moi-même, sans les médecins et les biologistes qui les ont, d'accord ? Mais que ferait-il si vous voulez aller jusqu'au bout, sans un chef de projet qui connaît tous les aspects technico-réglementaires, sans un statisticien qui fait des bonnes statistiques et qui ne retire pas les points, comme nous l'a montré de manière horrible tout à l'heure, et sans un méthodologiste. Méthodologiste est l'intermédiaire entre le médecin et le statisticien. Le statisticien n'étant pas médecin peut ne pas comprendre certains concepts et qui va donc travailler sur les méthodes, leur qualité, on écoutera Philippe tout à l'heure, etc. Voilà. Donc ça, c'est un point absolument fondamental. Et donc je vous montre, ça n'a pas pour but d'être lu, mais le protocole est en accès libre, enfin le papier est en accès libre, donc je dois y avoir pas loin d'une trentaine de points à suivre. Et donc vous voyez ici, c'est simplement un aspect que je vais aborder, qui est sur la qualité des données. Donc c'est un point, je ne vais pas anticiper sur le topo prochain, hein, mais c'est un point qui pour moi est fondamental. Je sais faire des statistiques et je sais parfaitement faire des statistiques sur des données complètement nulles. Vous me donnez un fichier de données, je fais des statistiques, quoi. Le programme les fait, etc. Donc le préalable à toute statistique, c'est un travail sur la qualité des données. Vous voyez qu'ici, on regarde bien, il y a la manière dont ces données sont collectées. Bon, je prends un exemple tout simple, hein. C'est tout bête, hein. Le tube qui contient, par exemple, le produit qui est intéressant, comment doit-il être prélevé? Alors c'est marqué dans le protocole, il doit être prélevé donc le matin à 8 heures sur un tube sec, et puis il doit être transmis dans les 2 heures au laboratoire, et puis congelé, puis etc., etc. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe si personne surveille? C'est juste n'importe quoi. Donc pour moi, c'est ma vie de tous les jours, donc je sais que c'est n'importe quoi. Donc là, vous devez avoir un encadrement de méthode qui vous permette que la collection des données soit correcte. Le management des données, c'est toute la définition de comment vont être gérées vos données, la base de données, sa sécurité, parce que combien de chercheurs ai-je vu qui ont perdu leurs données parce qu'ils ont fait un malheureux coupé-collé ou voilà, dans une base Excel ou autre chose dans une base Excel. Les méthodes statistiques donc, font l'objet de 3 points. Mais voilà. Et puis après, il y a le monitoring, il y a l'audit des données, donc, qui est indispensable. Et l'audit des données, c'est fait par des gens qui sont tout sauf sympathiques et vous apprenez en général beaucoup de choses. Donc en pratique, la gestion des données, ça comprend donc un plan expérimental et une approbation du protocole par les autorités. Aujourd'hui, il y a le CPP, le Comité de protection des personnes, il y a la CNIL qui vont jouer un rôle là-dedans. La tenue de documents, on en a parlé tout à l'heure, d'une manière qui assure la précision et évite les biais. Et en passant ces documents en recherche clinique, ils sont tous auditables, tous tracés. Donc, il faut s'intéresser au problème des cahiers, effectivement. Donc, il y a une dizaine d'années, des cahiers des biologistes, qui, pour certains d'entre eux, quand même, étaient, disons, poétiques. L'analyse statistique, de même d'ailleurs que l'écriture du papier, j'ai coutume de dire ça, l'écriture d'un papier scientifique, suivant un protocole, peut parfaitement être faite avant l'obtention des résultats. Il n'y a pas besoin des résultats pour écrire le papier scientifique. Vous êtes bien d'accord, hein, puisque les données, vous les avez définies, vous avez une hypothèse, et que finalement, cette hypothèse va être acceptée ou réfutée. Donc les grands professionnels écrivent les 2 versions du papier avant les résultats, et soit le résultat va dans le sens positif de l'hypothèse, soit l'hypothèse est réfutée. Et puis la discussion s'oriente, voilà, et elle est mise à jour. Donc j'ai vu ça dans un grand hôpital à Hamilton, qui est le cœur vivant de l'evidence-based medicine, donc pas chez des gens de 2e zone. Donc ça, c'est très difficile à obtenir. Les médecins qui travaillent avec moi et qui sont capables de faire ça améliorent rapidement vraiment leur qualité et dans l'écriture des protocoles et dans la vitesse de publication. Et puis moi, ça me facilite le travail parce que leurs idées sont clarifiées et me rendent le travail plus facile. Je ne connais pas toutes les sciences, bien sûr, par définition. Et puis enfin, il y a une organisation et une responsabilité autour de la collecte, de l'utilisation et du partage des données. On y reviendra tout à l'heure. Alors, le boulot, dire, c'est bien, il faut être intègre. Vérifier, c'est mieux.
Donc en pratique, il n'y a pas une recherche soumise aujourd'hui à une structure du type comité de protection des personnes qui ne soit pas soumis à un certain monitoring des données. Et vous voyez le monitoring ici, c'est un papier qu'a fait un ensemble de collègues, Catherine Cornu, une lyonnaise, et puis d'autres collègues, il y a quelques années, 3-4 ans. Et vous voyez ici, vous avez 12 items, par exemple, qui sont des items qu'on utilise tous dans les unités de recherche clinique pour vérifier qu'il y a problème ou qu'il n'y a pas problème. Et vous voyez, dans ces items, donc encore une fois, vous avez l'item 8, qui est le nombre de consentements conformes. Beaucoup de consentements aujourd'hui ne sont pas totalement conformes. Dans beaucoup de cas, on peut se poser encore la question de l'information correcte du patient. Voilà, vous avez ce premier indicateur. Le nombre de patients qui vérifient tous les critères d'éligibilité. Je peux vous citer une expérience récente. Donc, un de mes protocoles, qui était un protocole sans bénéfice pour le patient. C'est-à-dire que c'était une recherche sur une certaine méthode de mesure. Donc, il y avait dans le protocole absence d'allergie. Donc déjà, éviter ce genre de protocole qui comprend un critère de non-inclusion qui est absence d'allergie, puisqu'en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, les médecins non plus, d'ailleurs, on est tous allergiques. Moralité, ils ont inclus à peu près 50% de patients avec une allergie. Bon, tout allait bien, d'accord, jusqu'au moment où un patient a failli mourir d'un choc anaphylactique. Il n'est pas mort juste par chance, parce qu'un des internes était également interne en réa, et qu'il a fait ce qu'il fallait au bon moment. Et donc, un deuxième patient est mort à la suite de l'injection du même produit, qui est un produit qu'on utilise tous les jours, en passant. Pas un produit nouveau, par choc anaphylactique. Donc il est mort et vient d'être retiré donc, de la commercialisation par la NSM. Donc on voit ici que le viol, c'est un mot très fort, des critères d'inclusion, n'est pas sans conséquence. Et donc là, je peux vous dire qu'on a eu une inspection de la NSM, bien sûr, comme toute, et que nous n'étions pas totalement contents de nous, puisque nous avions laissé passer, malgré cela, donc cette histoire de non-conformité aux critères d'inclusion. Donc bien sûr, ça a été l'objet d'un retour sur l'ensemble de l'équipe, le médecin, etc. Voilà. Alors, une des choses que j'ai appris récemment, parce que je ne le faisais pas, et donc c'est mis en place depuis seulement 3-4 ans, 5 ans dans l'équipe, c'est le plan d'analyse statistique. C'est-à-dire qu'on prévoit des méthodes, mais généralement de manière assez vague, lors de l'écriture du protocole, c'est les grandes lignes. Et donc là, le plan d'analyse statistique comprend tout ce qui est marqué là-dedans. Vous voyez, c'est une publication de 2012, donc qui s'applique aux données observationnelles, mais j'ai choisi le papier pour vous montrer que ça donnait lieu à des publications, encore une fois, dans des grands journaux, c'est JAMA, donc c'est pas rien, voilà. Et donc, l'histoire de ce plan est fondamentale. J'ai mis vraiment 2-3 choses qui me tiennent à cœur. C'est, premièrement, il est écrit avant la mise en œuvre de l'analyse statistique, avant que les données soient complètement recueillies. Et deuxièmement, il fait 2 choses. Il définit les populations. Vous avez tous entendu parler de populations en intention de traiter ou pas. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas le sujet du jour, on n'y reviendra pas. C'est là-dedans que c'est défini. Et puis deuxièmement, il y a un problème qu'on a tous, c'est les données manquantes. Alors le statisticien, encore une fois, il sait très bien inventer les données manquantes. Sauf que l'épidémiologiste que je suis aussi, le méthodologiste que je suis aussi, sait très bien que les données manquantes, elles ne sont pas là par hasard. Et donc, utiliser une méthode statistique pour générer des données qui ne manquent pas par hasard, c'est fatalement erroné. Donc, en pratique, il faut avoir théoriquement parfaitement managé ce sujet-là avant de proposer une méthode permettant de changer les méthodes statistiques. Donc, très très important, le plan d'analyse statistique anticipe largement les résultats. Il a une date qui maintenant date la première version, et tous les changements qui sont faits sont tracés. Donc aujourd'hui, c'est mis en routine, en place dans mon équipe. Alors, puisque je mélange un peu tout, donc des recommandations, des constatations, des discussions, ici, le premier point fondamental de ma présentation, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en 2004, le protocole dont je parle, c'est pour ça que j'en ai parlé au premier, c'est pour ça qu'il est si important, est devenu un élément indispensable à la publication. Donc ça, c'est un papier qui est paru dans plusieurs grands journaux, donc, dont le New England, bien sûr, et donc qui est un point de vue d'un comité international des éditeurs de journaux. Et donc aujourd'hui, si vous voulez soumettre dans un grand journal, donc je vais un petit peu un petit peu défendre les grands journaux, ceux qui ont un impact factor fort, vous ne pouvez pas soumettre si vous n'avez pas 3 documents.
votre papier scientifique, le plan d'analyse statistique, le protocole et toutes ses modifications et les justifications des modifications. Donc voilà. C'est obligatoire et vous ne publiez pas dans le New England Lancet, le JAMA et le BMJ sans cela. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas professionnel de ça, ben vous êtes un peu embêté, même si votre papier est bon, il sera rejeté. Donc ça m'est arrivé une fois. Donc le protocole a été publié dans clinicaltrial.gov, qui est l'endroit où la plupart d'entre nous mettent les protocoles, plusieurs semaines après l'inclusion du premier patient. Et donc, quand j'ai soumis au New England avec le clinicien, le papier nous est revenu par retour de courrier en disant « le protocole n'a pas été soumis avant l'inclusion du premier patient ». Retour de courrier, il n'a pas été lu, le papier. Alors, on a réussi à le publier dans le JAMA avec une grande lettre de ma part expliquant combien le papier était bon et combien j'avais été honnête, il pouvait venir auditer mes données, mais donc la réponse a été cinglante. Voilà. Donc, ils font ce qu'ils disent. Donc ça, c'est une vraie révolution. Alors, pourquoi c'est une vraie révolution ? Eh bien ici, donc un papier tout récent que j'ai relu pour vous pour faire ce topo, c'est l'agrément entre ce qui a marqué dans le papier et ce qu'il y a dans le registre où il y a le protocole. Alors c'est quand même amusant puisque vous voyez quand même que ici, là on est à plus de 95%, le design, le type de l'intervention, le type de l'étude, bon, on va dire que dans 100% des cas, il y a agrément. Bon. Quand même, dans les bras de comparaison, il y a quand même 7%, c'est quand même pas rien, d'accord ? Ça fait un nombre de cas non négligeable quand même, sur lequel il y a un problème sur la description d'un des bras d'étude, quoi. Voilà. Et puis sur les outcomes, je vais revenir, c'est en orange, donc c'est en orange ici. Les outcomes, c'est les critères de jugement. Sur les critères de jugement, dans plus d'un cas sur deux, il y a une discordance entre ce qui est dit dans le protocole et ce qui est donc dans le papier. Or, pour moi, le changement de critère de jugement, la non-publication d'un critère de jugement, c'est un des critères majeurs qui fait suspecter ce qu'on appelle le data dredging, c'est-à-dire que vraiment on manipule les données jusqu'à ce que sorte le petit P magique dont vous a parlé Claude tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est important. Autre chose importante, le Data Monitoring Committee. Je me souviens plus, j'ai lu ça la semaine dernière, je m'en souviens plus, là c'est vraiment terrible. Je me souviens plus ce qu'ils disent dans le papier sur le Data Monitoring Committee. Pour ceux qui ne savent pas, c'est normalement un comité indépendant de l'étude qui surveille l'étude pour la sécurité, la qualité de données, un certain nombre de critères qui sont prédéfinis. Et donc c'est intéressant quand même qu'ici, il y ait quand même une discordance assez sévère entre ce qui est écrit et ce qui a été fait. Voilà. Alors, les grands journaux, justement, parlons-en, c'est le même papier. Donc on voit quand même que, théoriquement, dans ces grands journaux qui adhèrent tous à ces grands principes, eh bien, il y a jusqu'à 15% de discordance entre le critère de jugement, les critères de jugement dans le papier et dans ce qui a été... Voilà. Donc ça, c'est vrai pour le New England et le Lancet. De manière intéressante, le JAMA et le BMJ sont à des chiffres plus faibles. Ce n'est pas vraiment étonnant. Le JAMA et le BMJ sont les deux journaux qui ont le plus popularisé les concepts d'evidence-based medicine avant que le New England et le Lancet les adoptent. Voilà. Donc, le journal a bien une politique qui peut éventuellement aller jusqu'à ne pas suivre exactement les critères de qualité qu'il promeut pourtant. C'est intéressant à savoir. Intégrité, c'est un groupe. Bon, on va faire un peu de statistiques. Donc, question pour l'ensemble de la salle. Vous faites un test statistique et vous trouvez petit p inférieur à 0,02. Alors, j'aimerais une réponse, mais j'attendrai la réponse, sinon je ne reprendrai pas le cours de Stopo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pas des vieux du premier rang. Non, ils sont sourds, tout ça. Donc, un des vieux du premier rang me demande de répéter la question, donc je la répète. Donc, P inférieur à 0,02, qu'est-ce que ça veut dire ? Allez. Attends. Association statistiquement significative. C'est ça comme ça. Alors, la réponse, c'est association statistiquement significative. On va trouver ça dans la plupart des papiers. Donc la réponse est sur la diapositive suivante. Donc merci d'avoir répondu. Donc voilà ce que ça veut dire. D'accord ? Les Canadiens qui sont là. Les Canadiens, ils voient la réponse alors.
On verra si les Canadiens sont d'accord avec moi. Donc mais je peux leur demander quelque chose de complémentaire à ce moment-là. Donc la P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2%, eh bien qu'il y a 2% de chance d'observer des résultats aussi extrêmes si l'hypothèse nulle est vraie. D'accord? Donc ça fait référence à quel concept qui n'est pas marqué sur la diapositive, messieurs les Canadiens, mesdames les Canadiennes? Je vais répondre, sinon on va prendre trop de temps. Ça fait référence à la population. Donc autrement dit, d'abord, premièrement, la plupart d'entre vous ne connaissent pas cette expression exacte de ce que veut dire le petit p. Et deuxièmement, la plupart d'entre vous ne réfléchissent pas assez, parce qu'ils le savent quand même, à quelle population ça fait référence. Or, dans mon expérience, dans un essai thérapeutique, par exemple, il y a des critères de sélection, on a beaucoup de mal à savoir la population, en fait, sur laquelle on fait l'inférence statistique. Et ceci, c'est la base de tout. D'accord ? Donc, du coup, ce petit p, en plus, c'est lui-même une variable aléatoire. C'est-à-dire que c'est 0,02. Mais si je fais exactement le même essai thérapeutique, je vais peut-être trouver 0,06. Et pourtant, c'est la même, si c'était fait par hasard, c'est la même population, c'est la même inférence, voyez-vous ? Donc là, il faut l'avoir en tête comme étant, non pas une discordance, 0,06, 0,02, mais une expression de la variabilité sur des échantillons des données et donc de la valeur du test statistique. Et puis, deuxièmement, si P, alors je demande au même contradicteur, est inférieur à 0,0001. Est-ce que ça donne donc une idée de la force donc, des associations? Ben non, d'accord? Donc je souligne ce point-là. J'aurais pu poser cette question, d'accord? Et puis, est-ce que c'est un effet important? Ben non. Comment obtenir une valeur de P très très importante, avoir une population infinie? Et ça va être le problème des big data. D'accord? Voilà, on verra en fin de topo. Donc les statistiques, c'est une science, d'accord? Et donc cette science exige la même intégrité que tous les autres éléments qui conduisent la recherche. Et donc, de même que les biologistes font les tests biologiques, je réclame que les statisticiens fassent les statistiques. Et donc déjà, on aura réglé certains problèmes d'incompétence en recherche qui sont liés simplement à l'incompétence du chercheur et pas à sa malhonnêteté. Parce que la malhonnêteté, j'en ai rencontré très très peu. Alors, ça existe, hein. Donc on l'a vu tout à l'heure, donc Claude a ajouté ou retiré quelques participants, quelques variables, etc. Ça c'est très sympa. De manière plus discrète, on peut sélectionner les comparaisons à publier. Ou aussi, beaucoup de chercheurs viennent me voir parce qu'ils me disent « Ah oui, j'ai fait un test de T, alors ça me donne une certaine valeur, puis après j'ai fait un test non paramétrique et ça ne me donne pas la même valeur. Lequel je mets ?» D'accord ? Donc ça, évidemment, ce que je mets, ça me met en colère, bien sûr. Et donc on voit bien que là, c'est un problème d'incompétence. Et Dieu sait que ça ne m'arrive pas tous les jours. Mais bon, allez, disons une fois par mois. Hein. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, encore une fois, l'appropriation, grâce aux logiciels, de logiciels statistiques qui sont hyper sympas à utiliser, très très simples, n'empêche pas quand même de comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que sinon, on a des faux positifs. Et un des gros problèmes dont je n'ai pas entendu ce matin parler, mais qui est important et que vous avez dû parler hier, vous parlez cet après-midi, je pense, qui est la non-replication des données, qui est un énorme sujet, puisqu'à ce moment-là, ça met en doute donc, les résultats scientifiques. Alors, quelques diapos, donc ici, tirés de... Alors, j'en ai pas trop mis, donc, de l'équipe de Ioannidis, pour lequel tout est mauvais. Hein, donc, c'est un grand chercheur, méthodologiste. Et donc, juste ici, il faut lire ce qui a marqué là. Donc, ils ont employé des méthodes de data mining sur le papier, donc de lecture de texte automatisée. Ils ont lu 1 608 736 abstracts de Medline avec l'ordinateur. Et puis parmi ces abstracts, 96% reportaient au moins une valeur de P qui était donc inférieure à 0,05. Donc ça veut dire que vraiment c'est formidable, ce qui est publié, c'est toujours significatif. Hein. Donc le papier est tout récent, le papier est publié dans le JAMA, donc c'est quelque chose qui ne peut pas être inconnu des chercheurs. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que vous voyez donc les essais thérapeutiques qui sont là, qui sont le top des études les plus contrôlées, d'accord, au sens large du terme. On voit sont un peu en dessous
donc des autres types de publications. Bon, on voit que les journaux médicaux qui sont le cœur de la science sont au-dessus, donc en termes de nombre de pourcentage de petits p entre guillemets positifs, supérieur à 0,05, donc plus élevé que les essais thérapeutiques. Mais ça reste un chiffre tout à fait considérable. Non, c'est pas la puissance. Je ne fais pas un cours de stats. C'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle, et c'est ce qui permet de dire j'ai un résultat significatif, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue. Alors, ce qui m'intéresse, moi, comme tenant de l'evidence-based medicine, c'est la quantité d'effets et la précision de la quantité d'effets. La quantité d'effets, c'est quoi? C'est par exemple la différence entre une proportion de gens qui ont mal à la tête avant et mal à la tête après un traitement avec placebo ou anti-migraineux, par exemple. D'accord? On fait donc cette différence. Donc ça va être une différence de pourcentage ou un pourcentage de changement. Donc on voit, c'est très intéressant ici, c'est les mêmes auteurs. Hein. Donc ils ont un ensemble de papiers qu'ils ont revus à la main. Et on va juste regarder quelques exemples. Donc par exemple, le pourcentage de changement, on en a 14 donc, qui sont associés à un petit p. Et l'intervalle de confiance, dont je ne demanderai à personne ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'en pratique, c'est l'intervalle qui a toutes les chances de contenir la vraie valeur de la différence qu'on recherche, eh bien, n'est présent que dans 4,7% des cas. C'est le point important sur lequel tout le monde insiste, la quantité d'effets. On vous dit P inférieur à 0,01, vous dites ouais, super, c'est pas lié au hasard. Mais on vous dit ça réduit de 20% le risque absolu de décéder à 1 an de votre cancer. C'est quand même un peu plus parlant également dans la communication. Et donc on voit que tout n'est pas pareil. Donc la diapositive sera fournie, hein, je pense, je ne vais pas tout détailler, mais on voit que les facteurs qui sont relatifs, c'est-à-dire le rapport de risque, 2 fois moins de chances que, qui se présentent par l'odds ratio, le hazard ratio, le relativisme, etc., sont beaucoup plus souvent testés et beaucoup plus souvent présentés avec leur intervalle de confiance. Ça, je vois ça comme un signe positif. Aujourd'hui, tout le monde s'est approprié le risque relatif, l'odds ratio, etc., et le présente correctement. Et de manière intéressante, pour les biologistes, qui sont des fans de la corrélation, jamais le coefficient de corrélation n'est présenté avec un intervalle de confiance, alors que c'est qu'une estimation, comme toutes les autres estimations. Et donc, c'est un papier récent. Voilà. Il me reste combien de temps, Christian? 1 minute. Alors, je voudrais aller conclure sur la recherche observationnelle. Donc, tous les risques de la recherche expérimentale qu'on a vus vont se retrouver dans la recherche observationnelle, virgule, en pire. Donc, pour cela, donc regardez ça, c'est la PHP, c'est une diapo récente. Donc on a un entrepôt de données qu'on est en train de construire. Et vous voyez, dans cet entrepôt de données, il y a 7 685 000 patients, sur lequel vous pouvez aller à la pêche comme vous voulez. Et aller à la pêche, ce n'est pas sans risque. Les 2 diapositives personnelles que je suis en train de travailler actuellement sur le résultat donc, de ma pêche. Voilà, tu me donneras une petite minute. Voilà, Christian. 2 minutes. Donc, je suis aussi responsable du système d'information de l'hôpital et à ce titre, je travaille sur les données qu'on appelle PMSI, c'est-à-dire qui permettent de facturer donc, les séjours dans un hôpital et qui sont réutilisables car elles sont exhaustives et elles comprennent des codes diagnostiques, des codes de procédure, etc. Dans ces codes diagnostiques, il y en a un qui m'intéresse sur une maladie rare liée à l'hypertension artérielle qui s'appelle la maladie fibromusculaire. Et donc, j'ai la totalité des hospitalisations à ma disposition. Ça veut dire, sur une année, donc à peu près 10 millions d'hospitalisations. Donc là, je ne me pose pas trop de problèmes statistiques. Et voilà ce que je trouve. Je trouve ici que, voilà, on a un certain nombre, peu importe ce nombre, de malades qui ont une maladie fibromusculaire. Bien sûr, la plus grande quantité a été identifiée à la PHP, où il y a notre centre, à la HEGP, qui est un centre qui a la plus grosse série mondiale de cette maladie. Et puis, si on le représente graphiquement, voilà des prévalences. Voilà. Donc, on a ici un tout petit point rouge. Le reste, c'est des variations de prévalence. Et puis là, on a un gros point rouge, hein, ici. Donc, avec vraiment une espèce de cluster voilà, de données. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis emmerdé parce que je vais présenter ça au congrès d'hypertension. Alors, quand même, je suis suffisamment emmerdé pour écrire, trouver le nom de la personne qui gère les données et écrire à la personne. Et voici sa réponse, déjà traduite pour le congrès. Chers collègues, c'est le vrai mail, hein, voilà, j'ai juste supprimé le nom du gars.
Je suis désolé du délai avec lequel je vous ai répondu, mais le code I77.3, en fait, ça fait 10 ans que je l'utilise au centre hospitalier de Niort pour enregistrer les sténoses des fistules artério-veineuses, qui n'ont rien à voir avec les sténoses de l'artère rénale. Donc, c'était basé sur un protocole de codage. Il en est absolument désolé, et maintenant, il va donc utiliser le bon code, qui est le I77.1. Donc, la grande découverte scientifique que j'ai faite est liée à une erreur de codage. Et je reviens à ce que j'ai dit, et j'en termine là-dessus. Donc, on voit bien que si on n'a pas de contrôle sur les données, nom d'un chien, avec les big data, on va en faire des choses. Et je vous remercie de m'avoir écouté.